Hey, bonjour à tous, c'est Pablo Mira pour 168 et je me rends compte que les R, j'arrive toujours pas à les prononcer. L'orthophoniste, il va falloir y retourner. Appareil dentaire, la complète. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Parce que moi je le suis pas. Je sens que ça va être un épisode très 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 poussif. Je suis fatigué parce que je me lève tôt. Cette semaine, voilà, 168, c'est pour 168 heures. Qu'est-ce qui s'est passé ces 168 dernières heures pour moi? Eh ben, je me suis levé tôt. Je me suis levé tôt parce que je suis fatigué. C'est plutôt l'inverse. Je suis fatigué parce que je me suis levé tôt. Parce que il faut écrire. Parce que je suis sur un bouquin et qu'il y a ce qu'on appelle un BAT, un bon à tirer. Et qu'il faut le rendre, le bouquin, avant le bon à tirer. Et que moi, j'écris le matin, c'est comme ça. J'écris entre 8 heures et 13 heures. J'ai besoin de me lever tôt, j'ai besoin de voir la ville endormie et de travailler pendant que les gens dorment. Comme ça. Et après, voilà, quand j'ai fini à 13 heures, je pars jouer à Warzone jusqu'à 23 heures le soir. Mais c'est pas grave, j'aime les matinées d'écriture. J'aime les matinées d'écriture. Mais ça me prend un petit peu d'énergie. Là, je commence à sentir que le guarana, ça suffit plus. Hein, il va falloir prendre de la vitamine C gelée royale, ginseng, maca et autres gelées royales. Je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais vous parler de plusieurs choses. Il y a 5 choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Les choses qui se sont passées dans ma vie, ces 168 dernières heures. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le Bitcoin, c'est l'Ethereum, c'est la crypto-monnaie. Il y a mon petit frère qui est venu à la maison. Je l'adore. Il est adorable. Il est très drôle, mon petit frère. Il est très drôle. Pour tout vous dire, je crois que je lui ai volé quelques petits trucs à mon petit frère. Des mimiques, des choses comme ça. Il est très fort en mimique. Et il a un sens du timing assez fort en vanne. Il est venu à la maison. Et il est en train de se faire une petite fortune avec les crypto-monnaies. Ça fait 1 an. Il a multiplié par 10 l'argent investi. Et donc moi, évidemment, je suis un flemmard. Je suis un flemmard de l'argent, c'est pas mon truc. Moi, ma passion, c'est quoi? C'est les blagues et les poils. Donc l'argent, j'ai un peu la flemme de tout ce qui est finance, machin. Mais là, j'ai entendu x10, j'ai fait Pablo, est-ce que ce serait pas le moment, comme pour chaque chose dans ta vie, d'arriver un peu après la bataille, c'est le cas pour Twitch, ça a été le cas pour TikTok, d'arriver trop tard et de se dire, tiens, est-ce que ce serait pas le moment d'investir dans de la crypto-monnaie, argent que tu vas probablement perdre. Et donc comme d'hab, moi je suis partagé entre les deux. Je n'ai pas le cran des gens qui prennent le risque, mon petit frère, les autres. Et en même temps, j'ai cet appât du gain. De me dire, il y a peut-être de l'argent facile et tout ça, qui n'est pas de l'argent facile, puisque c'est une prise de risque. Et puis après, il faut étudier les cours qui montent et qui baissent. Mais j'ai envie. Là, j'ai envie de tenter le truc. Et puis j'ai hâte de vous retrouver dans 6 mois, 1 an, hein, et d'ouvrir un épisode de 168 en vous disant, j'ai tout perdu au fait. Parce que j'ai misé sur le mauvais cheval et je me suis embrouillé avec mon petit frère. Parce qu'il m'a dit d'acheter telle crypto-monnaie et depuis je parle plus. Quoi. Bon, ouais. Enfin, en même temps, je lui parlais pas depuis. Pas des masses non plus, avant. Ce qui est faux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon petit frère. Allez, tiens, je vais profiter de cet épisode, pour vous parler de mon petit frère et de son génie. Hein. Un génie incompris, certes, mais génie euh, quand même comique. C'est du gag, c'est du corps, c'est du clown, c'est du De Funès, c'est du Charlie Chaplin, hein, avec un petit goût de la réplique aussi. Mais en tout cas, j'espère qu'il va devenir encore plus riche grâce aux crypto-monnaies. Il a pris son risque. Hein. J'espère qu'il va pas tout perdre. Hein, le pauvre, il a investi tout son RSA dans du Bitcoin et autres crypto-monnaies. Bref, peu importe. Je voulais vous parler sinon d'un sujet plus important. Alors là, c'est le sujet. Il y a un épisode par semaine où je me mets un petit peu à risque. Où je me mets dans le risque de vous perdre. Hein, où vous allez peut-être pas me suivre sur le point de vue, sur les propos, sur la prise de position ou même la réflexion. Là, c'est l'affaire Auchy. Auchy Fabien Lecoeuvre. Alors, elle m'a créé des ulcères hein, pendant une semaine, cette affaire-là. Alors, on va tout de suite dire la chose qu'il faut. Fabien Lecoeuvre, extrêmement teubé, extrêmement ringard,
extrêmement carpette aussi, à revenir sur son point de vue, juste parce qu'il se prend une immense pression sociale et médiatique. Mais en tout cas, les propos qu'il a tenus sur Oshi et sur les autres chanteurs aussi, parce qu'il a défoncé plein de chanteurs. Hein, les Tony Gage, les Calogero, les Christophe Maé, les Kenji Girac, il a défoncé tout le monde. Propos bidon, complètement machin. Un chanteur n'a pas besoin d'être beau dans l'absolu. Il ne devrait pas y avoir que des chanteurs beaux. Ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Il faudrait vraiment qu'il se taise de manière définitive. Par contre, attention, dans les arguments qui ont été envoyés en face, il y a eu quand même des propos. Là, je me suis dit, attention, Pablo, les gens commencent à être un petit peu pas très vifs dans leur vivacité. J'ai entendu beaucoup de on s'en fout, attention, c'est la deuxième partie qui va nous intéresser. On s'en fout qu'un chanteur soit beau ou soit moche. Un chanteur, on s'en fout de son image. Et là, Oshi a dit ça. Hein. Plein d'autres, tous ses soutiens aussi ont dit ça. Et là ils m'ont perdu. Ils avaient juste à dire un chanteur n'a pas forcément à être beau pour marcher, ce qui est vrai. Mais ils ont rajouté on s'en fout de son image. Et là, je me suis dit, oula, attention, les gens n'ont plus le sens des réalités. Combien de chanteurs et chanteuses qui disent que l'image d'un artiste n'est pas important font attention au couvre des albums, arrivent en plateau de télé pour la promo en étant coiffés, maquillés, en ayant pris soin de bien choisir des vêtements, une tenue de scène, à essayer d'être raccord entre les tenues de scène et les tenues de promo. Combien d'artistes passent par Photoshop, combien d'artistes choisissent un nom de scène différent, même de leur vrai prénom, qui est une forme d'apparence aussi. Mais prenons ne serait-ce que l'apparence visuelle. Combien d'artistes choisissent aussi de faire des clips d'une certaine charte. Et pour le coup, donc, il y a bien d'autres métiers, mais on ne peut pas me faire croire que les chanteurs et les chanteuses qui sont passionnés par la chanson n'en ont rien à foutre de l'apparence et que pour eux l'image n'a aucune importance. Est-ce que pour Angèle l'image n'a aucune importance? Est-ce que pour Stromae l'image n'a aucune importance? Et genre, j'aurais aimé que cette phrase soit dite à Beyoncé ou Céline Dion, de lui dire ah mais attends, en fait, chanteur, chanteuse, il faut pas se préoccuper de son image, il faut juste se préoccuper de la chanson. Juste voir la réaction de dire ça à une chanteuse ou un chanteur qui est une star planétaire et qui contrôle chaque aspect de son image, chaque sortie, il n'y a pas de truc qui dépasse. Et c'est un taf de fou de contrôler l'image et de proposer une image qui est cohérente, de leur dire oui, quand on est chanteur, chanteuse, l'image n'a aucune importance. Et d'ailleurs, c'est une réflexion qui fonctionne aussi au-delà des chanteurs, ça marche aussi des humoristes. C'est comme si on disait, mais on s'en fout qu'un humoriste il soit beau ou laid, tout ce qui compte c'est qu'il soit drôle. Bah c'est vrai, mais c'est un petit peu pas vrai non plus. Parce que tous les humoristes se préoccupent de leur image. Même moi, quand je choisis un type de costume, un type de coupe de cheveux, du maquillage, je me maquille. Quand je rentre dans mon, je rentre dans mon personnage, c'est vrai qu'il y a un personnage, bon, il n'est pas genre habillé en salopette rouge et tout ça, mais il faut bien choisir les vêtements qui correspondent. Même Pierre Desproges, qui faisait pas attention à l'apparence, quand il faisait un spectacle, il mettait une petite veste, des petites chaussures un peu plus sympas que quand il était sur France Inter à la radio ou qu'il écrivait pour je sais pas quel journal. Donc tout le monde à un moment se préoccupe de son apparence et je trouve ça genre juste un peu faux et hypocrite de dire que quand on est chanteur ou humoriste, tout ce que tu veux, l'image n'a aucune importance. Voilà, c'était un petit peu le coup de gueule, hein, voilà, de la semaine. Je ne sais pas comment il est passé. Je ne sais pas comment vous êtes en train de le recevoir. Si vous êtes en train de dire, oh là, Pablo, il est en train de nous filer un mauvais coton. Ou si vous dites, ah, peut-être il a un petit peu pas trop tort sur ce sujet-là, quoi. Je rappelle que défoncer un argument ou mettre de la contre-argumentation aux arguments des soutiens de Hoshi, ça ne veut pas dire on dit oui à Fabien Lecoeuvre. Hein. On peut avoir le goût de la double défonce. Hein.
on défonce Fabien Lecoeuvre et on défonce aussi Auchy et ses soutiens. Voilà, c'est le goût de juste la cohérence, en fait. Hein. La raison, les lumières. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu. Qu'est-ce qui devient Montesquieu? Vous avez des nouvelles ou pas? Il fait une tournée? Bon, allez, troisième sujet que je voulais évoquer avec vous. Tiens, ça tombe bien qu'il y ait ce sujet-là. Parce que j'ai eu un exemple encore il y a 15 minutes, même pas, à peine. J'ai envoyé un petit message à l'un des auteurs avec qui je bosse sur WhatsApp et, euh, et on s'insultait, mais on s'insultait en amitié. Hein. C'est un ami que j'embrasse d'ailleurs très fort et on s'insulte. Et je voulais vous parler des insultes qu'on donne, qu'on envoie aux amis, les vrais. Moi, je crois que c'est l'un des plus grands signes, l'une des plus grandes marques de respect et de confiance et d'amitié que d'insulter un ami. De le traiter de sale connard, de fils d'up, de va manger tes grands morts, pourriture. Moi, voilà, j'ai eu le droit à un pourriture. Et ben, ça pour moi, on fait ça avec les vrais amis. Hein. Parce que les amis, ils savent que c'est pas sérieux. Ils savent que tu dis des mots et que tu les penses pas vraiment. Voilà, ils savent qu'il n'y a pas de méchanceté. En fait, c'est vraiment être vraiment insultant envers un ami, c'est vraiment lui montrer à quel point on l'aime et on est gentil. C'est de la gentillesse, c'est de la bienveillance. C'est pour ça que moi, quand je commence à taquiner quelqu'un ou que je vois un humoriste taquiner quelqu'un et que je vois des espèces de levées de bouclier, de genre oh, c'était une blague insultante, machin et tout, je me dis oula, attention, on n'est pas dans la même sphère de relation. Est-ce que vous, est-ce que vous insultez vos amis? Je pose la question. Et vous, alors je vais être honnête, le côté on se vanne et on s'insulte entre amis, je l'ai remarqué aussi. Alors, je le remarque surtout chez les humoristes, en vrai, ou chez les gens qui ont un sens de l'humour très, 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 très développé. Mais, mais je l'ai vu aussi chez des humoristes. Moi, j'ai notamment aux États-Unis, là, tous les gens de New York au début des années 2000, les Colin Quinn, Greg Giraldo, Patrice O'Neill, Jim Norton, ils étaient extrêmement durs entre eux, euh, un peu en mode insulte, mais en tout cas ils se vannaient très très dur, et pourtant c'était les meilleurs amis du monde. Et moi c'est un état d'esprit que j'aime bien en fait, ce truc-là. Euh, Genre on est ensemble, on est vraiment en confiance, et en fait on va très 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 loin. Avec évidemment ce point de bascule, ce cap qui est les vannes sur la maman de l'autre. Voilà. À partir du moment où on est vraiment, vraiment en amitié, là, on peut commencer à insulter la maman de l'autre. C'est une règle. Il y a ce point de bascule. Mais il faut le sentir. Hein, là, c'est un espèce de saut en trapèze sans filet. Hein, si tu insultes la maman de l'autre et que finalement vous n'êtes pas si amis, bon bah vous allez l'être encore un peu moins amis. Donc vaut mieux commencer avec des vannes sur les mamans, mais doucement, hein, du genre ah, ta maman elle est un peu vieille, tu vois. Faut y aller tout doucement. Et après on arrive avec sur des choses voilà, sur des choses plus risquées comme ta maman vit dans un camion près d'un bois, enfin ce genre de choses, voilà. Ça, je vous ai expliqué la philosophie d'amitié qui me lie avec les gens avec qui je travaille, qui sont des amis, qui font des blagues aussi. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu remarqué chez tous les humoristes ah, que j'aime. Hein. Ouais, j'aime les humoristes. J'aime les humoristes. C'est quand même pas tous. Hein. Il n'y a aucune raison que j'aime les humoristes parce qu'ils sont humoristes, bien sûr. Mais il y a quelque chose de sympa chez eux. Hein. On s'amuse bien. Ils sont détendus. Ils se prennent pas trop la tête. Ils ont beaucoup de recul et de légèreté. C'est un registre. Voilà, c'est un registre humain qui est intéressant. Je voudrais pas que la Terre soit peuplée d'humoristes. Hein, je vais pas jusque-là. Dans l'idéal, pour moi, la Terre n'est ni peuplée d'humoristes, ni d'êtres humains tout court. Voilà, voilà, je prends position avec vous. Hein, je suis en confiance pour le coup. Hein. C'est un épisode de 168. Vous savez, 168, je me disais ça. Je me disais ça juste avant d'appuyer sur Rec sur cet épisode. Je l'aime de plus en plus, cet exercice-là, ce format-là. Déjà, parce qu'on n'est pas sur un truc commercial. C'est pas rémunéré, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de truc sponsorisé. C'est on le fait pour le faire. Je vous le partage, vous le recevez comme vous le recevez.
et c'est très agréable. Et je crois que c'est pour l'instant le format où je me sens le plus en confiance, le plus libre de vous dire ce que j'ai vraiment sur l'esprit. Le reste, je peux pas trop le dire ailleurs, soit parce que j'ai pas le format artistique pour le faire, soit parce que la ligne artistique ou éditoriale ne permet pas de tenir ce genre de propos. Je ne peux pas vous tenir le propos que je tiens là dans un épisode en 2-2 parce que le format qui est un format narratif ne permet pas de tenir ce genre de propos directs, quoi. Mais là, mais donc là, je me sens en confiance avec vous. Voyons voir ce que vous allez faire de cette confiance. Non, je vous disais, voilà, petit point de bascule avec vous aujourd'hui sur une confidence. Alors cette semaine, je me suis rendu compte, je réfléchissais, je me disais, moi, vous savez, je suis souvent agacé par euh, les gens tout simplement. Surtout quand ils se revendiquent d'un groupe, peu importe, hein, religieux, ethnique, social, économique, euh, spirituel, culturel, même. Pour moi, le groupe, la communauté, c'est très à risque. Pour moi, la communauté, le groupe social tue l'esprit critique et la liberté d'esprit. Enfin, pas tout le temps, mais c'est un peu une tendance. Donc, je me méfie toujours du groupe. Et donc, cette semaine, bref, j'étais en train de. Je pestais comme ça, je buvais mon café, hein, mon latte macchiato. Et j'étais en train de pester et je me disais, ah, mais attends, Pablo, en fait, t'es pas énervé contre tel groupe, ou tel groupe, ou tel groupe, ou tel groupe, ou tel autre groupe. T'es énervé globalement contre l'être humain. Et là, oui, je me suis dit, oui, Pablo, c'est pas faux. C'est pas faux. Tu détestes, en fait, ce que tu n'aimes pas chez l'être humain, euh, c'est tout ce qu'il y a d'humain, au fait. L'égocentrisme, l'individualisme, l'égoïsme, le narcissisme, qui sont des choses qu'on retrouve dans tous les groupes sociaux, peu importe les différences, les particularités, les singularités. Et vraiment, le prosélytisme, on le retrouve chez à peu près tous les groupes sociaux. Bonsoir. Et c'est ça, et c'est ce genre de choses qui m'énerve. Et je me suis dit, mais en fait, Pablo, tu es un misanthrope. Hein, tu détestes fondamentalement les gens. Et ce qui est beau, c'est que Pablo, tu es misanthrope. Mais par cette misanthropie, tu es peut-être un grand universaliste. Et là, je dis, quoi? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je suis en train de me dire, en fait? Eh bien, au fait, oui. Parce que si tu es misanthrope, c'est-à-dire que pour toi, tous les êtres humains se valent et ne valent, bon, bah, rien, quoi. Ça vaut de la poussière, quoi, du crachat, quoi, du pu. Au fait, pour toi, chaque être humain, c'est du pu. Et j'ai dit, oui, c'est pas faux, peu importe l'appartenance. euh, Machin, pour moi, c'est du pu. Et je me suis dit, Pablo, en fait, tu es un égalitariste, tu es un homme des Lumières par ta détestation de l'espèce humaine. Et je me suis dit, voilà, c'est ça peut-être la clé du vivre ensemble. Alors qu'on est dans une époque où les gens se déchirent hein, à cause des différences, des divergences, des cultures, que sais-je, et ben si on revenait à un truc fondamental de, au fait, on est tous des êtres humains et pour cette raison-là, nous sommes tous des merdes. Et tous ensemble, on reconnaît et on se réunit autour du fait que nous sommes une sale race qui gangrénons cette planète. Voilà, c'est vraiment un sujet feel good. On est vraiment voilà, dans le vivre ensemble, le partage. Il y a du coca, il y a du 4 quarts, il y a des petits verres de lait pour les enfants. C'est un esprit familial. Je voulais vous parler d'un dernier sujet. Je pensais pas vous parler de ça, hein, du sujet dont je viens de vous parler avant. Je pensais pas qu'un jour je puisse vous dire ça. Alors est-ce que vous me suivez? Écoutez, faites ce que vous voulez. Si vous me suivez, bienvenue. Si vous me suivez plus, pensez à m'écrire de temps en temps. J'aimerais bien avoir des nouvelles quand même, hein. Et faites attention à ce que vous mangez un peu, hein. C'est important, 5 fruits et légumes. Allez, dernier sujet, tiens, il y a un lien avec ce qu'on mange. Je voulais vous parler de ce truc que j'ai vu passer. Alors, c'est Neuralink. Neuralink, c'est l'une des boîtes d'Elon Musk. Alors, je le fais vite, hein. À mon avis, c'est pas sa boîte, mais directement, mais qui développe un système de micro-puces qu'on met tout simplement dans le cerveau pour traduire les pensées, l'activité cérébrale en action. Et ils ont dévoilé une vidéo cette semaine. C'est un singe
qui est en train de jouer à Pong. Pong, le jeu vidéo là, avec les petites barres, quoi. On joue au tennis avec des petites barres. Il est en train de jouer à Pong sans utiliser de manette, juste avec son cerveau. Et il fait bouger les petites barres et il joue à Pong. Et on nous a vendu ça comme un énorme progrès technologique, ce que c'est techniquement, parce que c'est ouf quand même que juste un singe puisse jouer à Pong avec la force du cerveau. C'est genre ouf, c'est incroyable. Et, et j'ai eu l'impression de voir un énième cas. Ça commence à faire beaucoup là. Hein. Le Pablo, il a 35 ans de vécu, il commence à en avoir vu un petit peu. Ah, je suis un vieux routier, je suis un vieux routier de la disruption. Non, j'ai l'impression d'assister à un énième cas de genre de voir des ingénieurs et des chercheurs repousser les limites du progrès parce que c'est un défi intellectuel, c'est un défi euh, technique pour eux. Ils y vont. Sur le papier, ça a l'air génial et inoffensif. C'est un singe qui joue à Pong. Et genre, dans 25 ans, cette technologie-là, ou ce principe-là de base, ce sera un fléau pour la société. Là, c'est assez compliqué de se dire bah, en quoi une micropuce, ça va être un fléau pour la société. En plus, évidemment, ils nous vendent cette recherche-là comme un progrès aussi pour la société, puisqu'on va dire ah oui, mais en fait, les personnes handicapées, elles vont pouvoir faire des choses sur des écrans d'ordi grâce à juste leur cerveau si elles peuvent plus utiliser leurs mains. Alors oui, ça va arriver. Il y aura sans doute des effets positifs, comme dans n'importe quel progrès technologique. Il y a toujours des effets positifs, mais il y a toujours des effets qu'on va qualifier de négatifs, des dégâts collatéraux, des dommages, juste aussi des changements dans la société, dans la façon dont les gens euh, se comportent entre eux. Je reprends l'énième exemple des réseaux sociaux. Sur le papier, les réseaux sociaux, c'est génial. Au début, c'était juste pour mettre les gens en lien entre eux, alors qu'ils n'avaient pas l'occasion ou l'opportunité de renouer le lien, enfin même de nouer des liens tout court dans la réalité, j'allais dire, matérielle. Donc oui, il y a plein de choses positives qui en sont venues. Et puis, pour telle ou telle raison, Facebook a permis à la pensée complotiste de se développer très fort, Twitter la haine en ligne, Instagram le narcissisme, TikTok aussi, etc., etc. Et bien sûr que dans chaque technologie, il y a un truc fabuleux, il y a un truc fabuleux qui se crée. Euh, L'invention du fusil, je pense que genre ça a permis de chasser beaucoup plus facilement et d'augmenter je veux dire, l'espérance de vie, la capacité de survie, ce genre de choses. Et puis à côté, peut-être, genre le fusil, il a aussi permis de genre tuer plein de personnes et il y a genre un peu de probabilité que genre il y a eu plus de gens morts à cause des armes à feu quoi que, que s'il n'y avait pas eu les armes à feu quoi, en fait. Voilà. Non, mais c'est la réflexion, c'est le classique. Hein. C'est que là, les gens qui bossent sur les nouvelles technologies, sur la technologie tout court, ils ne réfléchissent pas aux conséquences, ou ils réfléchissent trop peu. Alors je sais qu'évidemment, chez nos amis des GAFA, des GAFAM, ça commence à se réveiller un petit peu. Ils sont en train de se dire, ah, mais attends, en fait, ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment utile pour la société? Ils sont en train de se... Voilà, ils commencent à se poser la question, là, maintenant, que seulement maintenant, hein, depuis 2 heures. Mais c'est encore trop peu. C'est encore trop peu. Il y a trop peu de comités d'éthique. Et puis, quand même, je pense qu'il y aurait un comité d'éthique. Je pense que les mecs ne pèsent rien dans la balance. Je pense que s'il y a un comité d'éthique qui dit alors attention, parce qu'en fait, cette technologie, elle est chouette, mais elle pourrait accentuer les inégalités, au fait. Et là, il y a l'autre mec, le directeur financier, qui fait oui, mais elle pourrait nous rapporter 15 milliards en 6 mois. Donc, quelque part, tu es viré. Prends ton carton, il est là, il était déjà là, je savais ce que tu allais dire pendant la réunion. Donc prends ton carton, regarde, il y a une super photo de toi dans l'open space, tu es heureux. Voilà, prends le carton et pars. Pars très loin, vers le chômage. Pars dans ce nuage de chômage qui t'attend. Je pense que ça peut potentiellement se passer comme ça dans une réunion éthique d'un géant de la Silicon Valley. Voilà, c'était le truc dont je voulais vous parler. C'était la puce de Neuralink. Fabuleux sur le moment, fabuleux dans 10 ans, dans 20 ans. Nouveau fléau des temps modernes. Voilà, écoutez, c'était les sujets que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui dans 168. Hein, j'espère qu'ils vous ont intéressé. J'espère que vous avez apprécié, je ne vais pas dire
que vous avez essayé de comprendre un petit peu, les points de vue voilà, qui étaient un petit peu à risque. Crypto-monnaie, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des conseils. Moi, je suis très mauvais. J'aimerais voilà, savoir comment perdre vraiment très efficacement cet argent que j'ai envie d'investir dans du Bitcoin ou de l'Ethereum, en fait. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. On se dit à la semaine prochaine. Vous prenez soin de vous. Vous prenez aussi soin d'une personne au moins. Ouais, c'est bien ça. Allez, Bessos.